les gens sont sortis. Donc quand je dis restons calmes, ça ne veut pas dire que les partis politiques n'ont pas à faire des actions ou dire quelque chose. Ça n'a rien à voir. Je dis restons calmes, restons focus. Donc je pense que des marches, il y en aura. Il y en aura, mais les marches ne seront pas traitées de différentes manières. Ils ne seront pas traités de manière égale. Ils seront traités de différentes manières. Quand un opposant sort, il faut automatiquement qu'il y ait des policiers. Quand les gens sortent pour manifester leur joie pour Ouattara, il n'y a aucun policier. Tu vois ce que je veux dire? Mais soyons focus. Et puis je pense qu'on se donnera rendez-vous en octobre. On verra qui d'eux ou de nous aura raison. Mais moi, je suis très serein. Merci mon frère. Merci mon frère. En tout cas, c'est toujours intéressant de t'avoir sur les panels parce que bon, ça nourrit beaucoup le débat et puis bon, ça pose des questions assez fondamentales. Donc je partage beaucoup de points de vue et je pense pour ma part que tu sens qu'ils sont pas à l'aise véritablement parce que bien évidemment, ils ne savent pas qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut se passer véritablement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, n'ont pas le contrôle de la situation. Pour eux, ils ont l'armée. Pour eux, ça leur suffit largement. Mais je suis convaincu, et comme je l'ai dit, parce que la situation de 2025 est complètement différente de celle de 2010 et encore moins de celle de 2020. Voilà, je vois très mal, en tout cas, un corps habillé, celui-là même qui est truc, prendre une arme et puis commencer à non. En tout cas, j'aimerais voir ça, honnêtement. C'est-à-dire, j'aimerais voir ça, c'est pas que je souhaite ça, hein, mais je dis que on est arrivé à un point où on ne pourra plus faire un recul. Et ça sera à Ouattara de prouver que véritablement, hein, soit il se range du côté de l'histoire ou bien il est jeté dans la poubelle de l'histoire. Mais nous, on sait, de ce que nous voyons, que Ouattara a décidé d'être jeté dans la poubelle de l'histoire. On va l'y accompagner. Voilà. Et donc, on observe, mais je sais que il ne leur reste plus beaucoup de temps. Tout se dessine là, tout est assez clair. Tout ce temps passé pour juste dire que je suis candidat, ça voudrait dire véritablement que les gens voulaient avoir la maîtrise de la situation. Je vais pas trop garder la parole. En tout cas, on reste avec nous. On va encore bénéficier de tes analyses et tout ça. Je voulais aussi qu'on fasse un petit tour sur la demande du gouvernement burkinabé quant au retour du corps de Lino Faso. Hier, on en a débattu longuement. Il y a d'autres qui pensent que Ouattara ne va pas remettre le corps de Lino Faso. Il y a d'autres dans Lino Faso, il y a d'autres qui pensent qu'il va le remettre. Voilà, donc on était un peu à couteau tiré sur cette question-là. On a essayé d'alimenter les points de vue, mais bon, je voudrais quand même que je vais avoir d'autres avis là-dessus. Max, voici, hein, ton président dit qu'il veut faire 4e mandat, il vous attend. Si vous êtes garçon, il va vous voir à truc. Vas-y. Bonsoir à tous. Je pense que, comme tout dictateur, c'est la petite porte que Ouattara veut s'offrir. Et cette petite porte-là, il l'aura. Moi, j'observe seulement les déclarations de l'opposition, des partis d'opposition, peut-être jusqu'à demain. Et dans les jours à venir, Ouattara va être surpris. Ouattara va être surpris parce que aujourd'hui, j'ai fait écouter l'audio à quelqu'un, et puis la personne me dit, mais est-ce que ça, c'est pas aujourd'hui, qu'il avait déjà dit ça. Il dit, effectivement, il a juste changé de tenue. Il a juste changé de tenue, sinon c'est le même discours. Donc, qu'est-ce que Ouattara veut nous dire? Si demain matin, Dieu le rappelle, la Côte d'Ivoire va s'effondrer. Lui qui est venu trouver la Côte d'Ivoire, il était déjà majeur là. C'est la Côte d'Ivoire dépend de lui. Si lui n'est pas là, on ne peut pas vivre. Maintenant, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il fait sa sortie? Je pense qu'il veut noyer le problème de Lino Faso et puis la sortie de Thiam. Sinon, son discours était prévu depuis. Regardez même le fond de là où il était assis. Regardez le fond, regardez même la lumière. Tout était sombre. Lui-même le visage sombre. Ouattara tire à sa fin. Et malheureusement, il ne veut pas partir seul. Donc, il va attirer plusieurs personnes. Et je suis malheureux, triste, de voir des cadres formés par nos impôts, jubilés, parce qu'un individu dit que sans lui, notre pays n'est rien. Et puis, ils jubilent. Des docteurs comme Cissé Bakongo, ils jubilent, ils sont contents. Parce que Ouattara dit que la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans lui. Je pense qu'on va accompagner Ouattara et on va lui montrer son vrai visage. Parce que ce qu'il ignore, ou ce qu'il ne sait pas, c'est l'Ivoirien, c'est que l'Ivoirien est, comme on dit à Agamé, l'Ivoirien est doux et amer. Son côté doux là, on lui a montré ça. Mais le côté amer là, il ignore. Voici un préfet qui s'élève et qui nous dit non, qu'à cause de l'indépendance à Bouaké, et on ne peut pas faire des marches. Bon, aujourd'hui, là, Ouattara a fini sa déclaration. Les militants du RDS sont sortis partout, ils ont manifesté. On n'a pas vu de préfet, on n'a pas vu d'arrestation. Donc, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, demain, si le président Gbagbo fait une déclaration, on peut aussi sortir. Et c'est là, comme on dit chez nous, il n'y a plus de route. Comme on dit en Maléké, Boribana.
Et puis, bon, ce que Ouattara veut là, on va lui donner ça. Mais je pense qu'il va être servi. Maintenant, sur la dernière question pour Alino, c'est malheureux. C'est à ça que nous sommes livrés. Aujourd'hui, on nous parle de 2 vies. C'est même pas Alino seul. On nous dit qu'il y a un gendarme aussi qui a été gars. C'est grave. Ça veut dire que si tu es témoin d'une action, ils vont aussi finir avec toi. Ils vont aussi finir avec toi. Bon, où va la Côte d'Ivoire? Hier, j'ai posé la question, mais quand ils finissent de faire ça là, est-ce qu'ils dorment? On me dit que là, mais ils dorment bien. Parce qu'ils ont fait couler le sang. C'est malheureux. Aujourd'hui, ils sont sur les panels pour nous dire non, et on lui a retiré sa nationalité, il n'est plus... Bon, c'est pas là le problème. Qu'est-ce que et comment il a gars? Comment il a été gars? Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne? Lui là, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en liberté provisoire et puis l'appeler Charles Lénidi à se présenter, comme on le fait tranquillement en Europe? Qu'est-ce qu'il gênait tant pour aujourd'hui arracher la vie à ces jeunes hommes? Et on sait très bien en Afrique, un seul gars qui arrive à manger, c'est pratiquement 50 personnes derrière. Donc c'est 50 personnes derrière que le Ouattara vient de mettre là dans le désarroi. Le gendarme, qu'on ne communique pas assez derrière là, c'est un fonctionnaire. Et on sait très bien, les gendarmes, combien de bouches ils nourrissent et tout ça. Ce sont des familles derrière, aujourd'hui, qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Juste parce que quelqu'un, il veut sa gloire. Je pense qu'on va montrer à Ouattara que trop c'est trop. Je vais m'arrêter là. Trop c'est trop. On attend certainement, comme les leaders ont dit, la marche est maintenue, ils vont donner la stratégie, on va se croiser dans les rues. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Max, merci. On va passer rapidement la parole parce que je veux qu'on ait plusieurs tours de parole. On va s'étendre en longueur sur... Ouais, c'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi Ouattara a eu à se prononcer rapidement sur son 4e mandat. Parce que comme je le disais, Ouattara, c'est le gars, il aime la solennité, il aime qu'il y ait tout, que les projecteurs soient braqués sur lui. Et comme moi j'ai vu la position de ces ministres, c'était dans leur bureau. Bon, pour eux tous, hein, ils étaient dans leur bureau. Ils ne s'attendaient même pas à ce que le gars se prononce aujourd'hui. Donc il y a un événement qui a précipité, en tout cas, l'annonce de Ouattara. Je suis convaincu, nous tous on sait que Ouattara attendait clairement le 6 là pour faire sa déclaration à la nation quant à être candidat pour le 4e mandat. Mais il est allé beaucoup plus tôt. Donc, je suppose qu'il y a une situation qui a dû se produire, je ne sais pas laquelle, mais tout compte fait, on s'en fout. Commandant, oui, commandant, ce n'est pas faux. Une fois dit que une communication reste une communication, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Alors, la sortie de Thiam, mais au niveau international comme national, mais en train de ronfler et ronger Ouattara. Maintenant, ajouter à l'affaire à Lino Faso, s'il ne parle pas rapidement là, il ne peut pas renverser la tendance. Donc, c'est cette communication-là qu'il est venu faire. Regarde même sa vidéo, regarde l'image, même derrière là. Les fleurs n'ont même pas été nettoyées. La cour même n'a même pas été nettoyée. Il s'est mis dans une posture bizarre. Regarde très bien l'image. Il a effectivement supprimé même ses collaborateurs parce qu'il est parti de façon pressée et précipitée. Merci Max. Merci. Bon, mon gars, Teradi Tanguy est là. Je crois qu'il y a Fils, comment il s'appelle? Fils béni. Bonsoir l'hôte du panel, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à la Côte d'Ivoire des libertés. En fait, moi, je voudrais m'attaquer à quelqu'un d'autre que Ouattara. Il s'agit de la France. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous savons très bien que Alassane lui-même, c'est bien vrai qu'il a le dos au mur, mais celui qui pousse, ou bien le pays qui pousse Alassane a fait ses conneries, parce qu'ils ont fait ça, en 2010, ils veulent recommencer encore. La France aime la barbarie. La France aime ses paroles comme ce que les Tiani, le président Tiani, Ibé ont fait. C'est ce que la France fait. Le 2, nous, on va sortir. Que le PPACI avec la coalition PPACI, PDCI et autres ont dit, ont lancé l'appel, même s'ils ne reviennent pas sur les décisions, nous le 2, on va sortir. Et lorsqu'on va sortir, si un Ivoirien tombe, c'est les biens des Français qu'on va s'attaquer. Parce que c'est ce que la France veut. C'est ce que la France veut. La France veut pousser Ouattara parce que la France sait que si elle perd la Côte d'Ivoire, elle ne peut pas
reconquérir, soit disons, dans son rêve, elle peut pas reconquérir les pays de l'AES. Donc, il faut la Côte d'Ivoire pour déstabiliser ces pays-là. Or, s'il faut la Côte d'Ivoire, il faut un pion comme Ouattara pour pouvoir déstabiliser ces pays-là. Donc, la France pousse Ouattara à aller jusqu'au bout de leurs choses qu'on a déjà besoin. Et là, ce qui va se passer, ça ne les regarde pas. Tout compte fait, si leurs besoins, les choses qu'on a bien, les acquis pourraient être toujours préservés en Côte d'Ivoire, c'est ce qui les regarde. Mais nous, cette année, on va leur montrer que ça ne sera pas comme ça. On va leur montrer que ça ne sera pas comme ça. Peut-être au Burkina, on les a chassés tout simplement, mais en Côte d'Ivoire, là, leurs biens là seront détruits. On va détruire leurs biens. C'est ce qu'on va faire. Donc, actuellement, nous sommes prêts, nous sommes sereins. Pour moi, même peut-être demain, même pourquoi pas commencer quelque chose. Mais il faut aussi aller doucement, sinon que où nous sommes là, même si cette nuit-là, dès qu'on dit paix, nous sommes prêts à faire ce qu'on doit faire. Nous sommes prêts à faire ce qu'on doit faire. Attends, quand tu te dis un président d'un pays que tu as gouverné pendant 15 ans et que tu veux encore postuler, mais tu ne dois pas aller quelque part pour lancer cet appel. Il faut rester chez toi. Quand tu te dis garçon là, tu restes dans ta maison et puis tu parles. Mais tu ne peux pas aller ailleurs. C'est comme un peureux qui veut traverser une rivière. Il lance un caillou pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va bouger. Et si quelque chose ne bouge pas, c'est là il traverse. C'est ce qu'il a fait. Sinon, quand tu es courageux là, tu traverses sans regarder à gauche, à droite, parce que tu sais que tu es prêt à tout. Mais pourquoi il va aller rester là quelque part et puis l'entrer d'observer? S'il n'y a rien, le cadre ou bien le 5 qui va venir et puis bon, même peut-être le même 6, il vient pour tenir un discours. Mais si quelque chose se passe demain ou après-demain, ce mec-là va pas venir pour l'indépendance. Nous autres, nous sommes très convaincus pour ça. Or, nous savions que quelque chose peut se passer. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a pas de fusil, mais avec notre détermination, nous allons arriver cette fois-ci au bout. Merci, frère. Merci, fils béni. Bon, tu as parlé de la France. Est-ce que la France joue un rôle dans ce qui est en train de se passer? C'est une question qui est ouverte. Est-ce que vous pensez que la France joue un rôle dans la décision de Ouattara de briguer un 4e mandat? Regardez l'interview d'un journaliste que même, bon, je pense que Johnny Pacheco, beaucoup ont publié, où le journaliste dit que Macron a demandé à Ouattara quelle en est de ta candidature. Et Ouattara dit j'attends mon bulletin de santé. Ça veut dire que c'est Macron qui le pousse. Sinon, vu cette question-là, ça prouve que c'est Macron qui encourage Ouattara à postuler. C'est Macron qui encourage Ouattara à postuler. Bon, ça n'engage que moi, mais moi, je sais que c'est la France qui l'oblige. Parce que il voit que le dernier recours, c'est Ouattara. Bon, bref, merci. Merci pour la réponse, fils béni. J'ai fait un constat qui est simple. Tous les noms qui menacent, vous êtes où? Venez, on vous attend. J'espère que vous serez là. C'est Bouche vous faites, c'est Dagbashi, c'est ceci, cela. Ça, en fait, ça m'horripile et ça me sidère. Il n'y a que des noms à consonance nordique là. Il n'y a que... En fait, je ne comprends pas pourquoi. Donc, ça veut dire que vous êtes prêts à affronter le reste de la population. Merci, Espoir de vivre. Merci beaucoup. Merci le soutien. Donc, c'est dire que vous êtes prêts. Bon, ça, quand je vois ça, ça me fait encore beaucoup plus mal. Parce que ce n'est pas fait pour arranger la situation. Ok, pause rapidement de 2 secondes. La voix du PPACI officielle. Vous voyez, ajouter ce compte. On est plus de 900. Ajouter ce compte. Quand c'est fait, dites c'est fait. Ajoutez ce compte. Abonnez-vous massivement. C'est la plateforme officielle. C'est dessus que nous allons faire de plus en plus nos panels parce que les dirigeants, voilà, de la haute direction du PPACI et pas que. Voilà, d'autres partis politiques ont décidé de nous rejoindre dans l'arène. Voilà, donc il faut que vous donniez de la force à la page. Il faut qu'on ait de plus en plus d'abonnés parce que c'est là-bas qu'il va se faire des lives d'une autre intensité. Voilà, les questions que vous aurez à poser, les gens vont venir avec nous, les dirigeants, en tout cas, vont descendre dans l'arène avec nous et ils vont mener la bataille de la communication. Ils vont aussi s'exposer sur certains sujets. Vous savez que la bataille de la communication va s'intensifier. Voilà, va vraiment s'intensifier parce que il y aura toutes sortes d'informations, fausses ou vraies et tout ça. Donc, il faut que l'information qui est vraie sorte de la bouche de ceux-mêmes qui sont concernés par ces informations-là. Donc, il est très important que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement et puis on va se retrouver là-dessus. Voilà, donc c'est la voix du PPAC officiel. Quand vous verrez ça passer dans les commentaires, cliquez là-dessus. J'ai eu vent de certaines arrestations de certains membres de l'opposition. Je ne sais pas si les panélistes qui sont avec moi sur le panel ont eu vent de cela. On a ouï dire que il y a une machination qui sera
qui a été outil par le pouvoir de Ouattara pour arrêter les opposants. En tout cas, ceux-là même qui seront susceptibles d'aider à la levée des boucliers auprès de la population, ceux-là qui vont permettre ce rassemblement-là et tout ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'en l'état actuel des choses, c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que Ouattara va prendre le risque, comme il a eu à le faire en 2020, d'arrêter les opposants? Voilà, et non des moindres. Donc, Tanguy, Deradi, Soleil, sur cette question. Merci à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. On t'entend, mais un peu faiblement. Donc, vas-y un peu plus fort. D'accord. Je vous demande de tous tapoter, de partager, de liker et puis de vous abonner à ce compte qui va être en commentaire là. Je vous fais coucou. La voix du PPACI officiel. Donc, abonnez-vous à ce compte-là qui est en ce moment en commentaire. Abonnez-vous massivement. Il faut qu'on atteigne les 1000 personnes pour pouvoir être efficace très très rapidement. Ok, bah écoutez, sans surprise, hein, Alassane Ouattara est candidat. Nous ne sommes pas étonnés. Les étoiles sont alignées. Les étoiles sont alignées parce que nous, pour ceux qui nous suivent, hein, il y a quelques jours, on le disait encore, quelques semaines, lorsque certains se posaient la question de si Ouattara allait prévoir un dauphin ou pas, j'ai dit Ouattara n'est pas un homme à faire la passe. D'accord? Ouattara n'est pas un homme à préparer un successeur. Ça se sent. Toutes les personnes qui ont commencé à avoir un aura, d'accord, à l'intérieur du RHDP, à l'intérieur du RDR primitif, d'accord, ils ont soit été limogés, éliminés ou autres. Éliminant de griffe, hein, selon les spéculations que l'on pourrait se faire. Donc, il n'est pas homme à faire la passe. Et la seule fois où il a voulu faire la passe, il a fait la passe à un grand malade. La seule fois où il a voulu faire la passe, où il a eu l'intention visible, avec des souhaits invisibles, de faire la passe, c'était un grand malade. Donc, il a un problème. Et donc, moi, je ne suis pas surpris par cet état de fait-là. Maintenant, est-ce que nous avons de la capacité de réaction? Oui, nous avons de la capacité de réaction. Est-ce que nous avons de la marge de réaction? Oui, nous avons de la marge de réaction. Je vous dis que, et vous le savez déjà, hein, le timing choisi qui est précipité, on le constate tous, parce que Ouattara, il aime tout ce qui est solennel. Donc, plusieurs observateurs l'attendaient en août, le 6 août, même si j'estimais que août était un peu tard pour lui. D'accord, parce que l'année dernière, il y a 5 ans, il s'est prononcé en août, justement, parce que Amadou Gon est décédé en juillet, après il fallait faire les obsèques et tout. Donc, un candidat sérieux, il se prononce beaucoup plus tôt. Donc, avec les négociations, avec le fait qu'il est bien conscient que ses mandants d'hier ne sont pas prêts à ce qu'il soit candidat aujourd'hui, avec le risque que cela comporte. Non, Ouattara décide de se lancer et il se lance au dernier moment. Je pense que c'est une décision qui a été prise il n'y a même pas plus d'une semaine. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que l'homme, même si la vidéo avait été enregistrée, ça se sent, mais la décision finale, elle a été prise dans ces eaux-là. Voilà, et je pense qu'il y a très récemment. Maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que dans tous les cas, il fallait y aller. Il fallait y aller, et on sait très bien que la date de dépôt de candidature la présidentielle, je pense, ça compte depuis le 25 juillet, ça s'étend jusqu'au 26 août, date limite. Donc, dans tous les cas, il avait encore quelques jours pour se prononcer. Donc, maintenant ou le 26, maintenant ou avant le 26, le temps de déposer sa candidature. Peu importe, le délai se raccourcissait. Ce qui est important de savoir, c'est que Alassane Ouattara est à la croisée des chemins. Et ceux qui le suivent, ils savent pertinemment qu'il est à la croisée des chemins. Il y a les événements qui se répètent, les arrestations multiples de l'opposition. Et on va encore en vivre des arrestations où on se permet même d'arrêter des personnes qui ont l'air inoffensives. On se permet même d'arrêter, non pas des seconds couteaux, mais des assiettes jetables. Avec tout le respect que j'ai pour certaines personnes qui ont été arrêtées. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce sont des personnes qui n'ont même pas les moyens de s'offrir une villa de 100 millions à Abidjan pour dire qu'ils vont faire des coups d'État. C'est pas une injure que je fasse à ces personnes, mais c'est la réalité. Pour vous dire qu'il n'y a qu'un pouvoir aux abois qui est capable d'agir comme ça, qui soit capable d'agir comme ça. Il n'y a qu'un pouvoir qui est dans la tourmente, qui soit capable d'agir ainsi. Ouattara se dit que la population ne réagira pas. Ouattara regarde 2020 et il se dit dans tous les cas, en 2020, la mayonnaise n'a pas vraiment pris. L'opposition était divisée. L'opposition étant toujours divisée, il a une carte à jouer. Mais c'est là où Ouattara se trompe. Parce qu'il y a des éléments qu'il oublie.
Il oublie qu'il y a des leaders politiques qui étaient hors du pays. Donc l'enthousiasme de certains militants était différent. Il oublie qu'en 4 ans, il y a une accumulation de frustration. Il oublie que les bases arrière d'hier ne sont plus des bases d'arrière aujourd'hui. Et croyez-moi, il n'avait pas prévu le scénario de la mort de notre cher Alain Alino Faso. Parce que je suis persuadé qu'il ne s'est pas suicidé, mais je suis persuadé que c'est une mort accidentelle. Accidentelle parce que suite certainement à des tortures. Voilà. Donc, tous ces ingrédients-là, qui sont des ingrédients nouveaux pour Alassane Ouattara, et sont des éléments qui vont faire varier de façon considérable les choses. Voilà. Et il s'est payé le luxe de se mettre à dos le PDCI de Tidiane Thiam. Et ce serait uniquement à dos le PPACI que je ne dirais pas qu'il aurait eu des chances, mais en tout cas, ce serait laissé de marge. Mais tu te mets à dos les deux gros poids lourds de l'opposition, le PPACI qui est un très grand parti, un vieux parti, et le PPACI qui a l'esprit du FPI ancien, qui est un parti résolument de lutte et de révolution quand on voit les combats qui ont été engagés et gagnés. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara se met en difficulté. Il se met en difficulté et ceux qui le suivent là, ils le suivent pour rien du tout. On a vu cette vidéo des ministres là en train de sauter, de danser. Bon, je suis sûr que c'est une vidéo un peu arrangée après coup, d'accord, mais bon, ça démontre qu'il y a de la panique. Moi, je n'ai jamais vu au monde des ministres se réunir ensemble quelque part dans un bureau d'un des leurs et puis se faire filmer et puis se mettre à danser parce que le patron a désiré des candidats. Ça montre qu'il y a de la panique. Ça montre que, comme San l'a dit, il y a des gens qui ont besoin de garder leur petite pitance. Ces personnes-là qui ne vivent que par la politique, qui ne vivent que par Alassane Ouattara, ces petites secrétaires d'hier qui sont devenus ministres aujourd'hui, dont le corps commence à faire défaut et qui ont seulement besoin de se maintenir au pouvoir. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut considérer en tout état de cause. Que les gens ne nous attendent pas à marcher ce soir. Que les gens ne nous attendent pas à marcher demain. On a décidé de faire une marche le 2 août et on la fera. Je vous ai dit, s'ils nous interdisent de marcher, nous allons marcher sur eux. Je le disais il y a 2 jours. S'ils nous interdisent de marcher, nous marcherons sur eux. Mais que les gens ne pensent plus, n'attendent pas ce qu'on fasse tomber Ouattara du pouvoir le 2 août, parce que ce qui va arriver, on va le faire tomber du pouvoir. Nous avons notre agenda. Nous sommes maîtres de notre agenda. Dans tous les cas, chacun de nous a des délais, puisque moi je sais exactement et nous savons exactement. Vous savez, je vous ai toujours dit, on a eu des analyses il y a plusieurs mois qui se sont révélées justes. Aujourd'hui, nous savons plus ou moins exactement les eaux dans lesquelles nous ferons ce qu'on a à faire. Je préfère ne pas communiquer là-dessus parce que nous savons que nous sommes très suivis et que les gens prennent nos informations pour chercher à anticiper. Donc, moi, je sais, et mes amis qui sont là, mes camarades qui sont là, nous savons exactement la période, en tout cas, intervalle plus 2, moins 2, en termes de date à jour, où le peuple va se lever. C'est ceux qui ont les yeux politiques le savent, ceux qui sont des hommes du sérail le savent, et nous le savons. Donc, tenez-vous prêts, mais nous sommes déjà prêts, que nous soyons à Abidjan, à Paris, aux États-Unis, qu'importe, nous sommes prêts. Et la peur a changé de camp. Hein. Vous savez, quand tu passes un examen et que tu as l'habitude d'être premier de classe et tu sais que tu as bien travaillé, les résultats de l'examen arrivent, tu es content parce que tu es satisfait d'avoir bien travaillé et puis ça s'arrête là. Mais quand tu te mets à sauter, à danser, à courir dans tous les sens, c'est parce que tu n'étais pas sûr d'avoir l'examen. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et nous sommes sûrs de notre force. Que Dieu nous donne la vie et nous allons forcément gagner. Je vous remercie. Merci Tanguy. Merci pour ton analyse, hein, mon frère. Merci beaucoup. Je vais rejouer la vidéo ça dit, ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire, là, c'est le RDA qui nous fait voir ça. Et puis, j'ai pensé quand même que dans son annonce, Ouattara aurait eu une pensée quand même pour Alino Faso. Parce que c'est un précédent, c'est un cas qui peut créer un grave précédent avec le Burkina. C'est-à-dire que c'est une situation qui est inédite. On n'a jamais traversé une situation pareille. Donc, ne serait-ce que par, je sais pas, par respect, ne serait-ce que par même courtoisie, on pouvait officiellement
présenter ses condoléances. Voilà, au peuple frère, pas merci évangéliste, pas humanisme, juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écraser des hommes comme des mouches et puis faire comme si on n'a rien fait de mal. Vous voyez? Et c'est ces gens comme ça là, on va donner c'est à eux on va donner un 4e mandat. Je vais vous montrer encore la vidéo de la joie des ministres là. En fait, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans mon esprit. Parce que je comprends pas comment est-ce que des soi-disant, c'était que des... Non, c'est... On va regarder puis on va revenir là-dessus. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie de l'union des Ivoiriens, la solution idéale c'est cadeau. Tu veux pas, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui le meilleur. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. La Côte d'Ivoire est un pays difficile. Hein. La Côte d'Ivoire est un pays... On sent. Ça t'inspire quoi? C'est vrai, tu l'as dit. Tu vois, ils ont commencé à appeler leurs proches. Non, le Tabali a assuré pour 5 ans encore. Je vous ai dit, le vieux, on a trop mis la pression sur lui. Non, lui-même, là, quand il a sciencé, il dit, ouais, mes petits doivent encore d'abat. Les 50 000 milliards sont trop petits. Il faut qu'on monte à 80 000 milliards de dettes. Sinon, qu'est-ce qui peut réjouir? Non, qu'est-ce qui peut réjouir autant? Regarde comment ils ont sauté. On dirait des enfants à qui on annonce qu'on va leur payer des jouets. C'est-à-dire que de la pure comédie, c'est pathétique. Quand je vois ça, moi quand je vois ça, je me dis que, en fait, je ne sais même pas comment traduire ce que je pense parce que ça m'énerve en fait, véritablement. Ça m'énerve tellement. Je me demande, je dis, mais regarde le spectacle qu'on monte de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu, quand Alpha Condé a dit qu'il va faire 3e mandat, là, les gens ont sauté de joie. Vous avez vu ces ministres crier partout. Les dictateurs qui ont osé faire des mandats supplémentaires, là, au mépris de la loi, là. Est-ce que vous... Au moins, il faut se cacher. On ne peut pas jubiler. Déjà que le gars n'a pas eu droit à faire un 3e mandat. C'est un 4e mandat là. C'est sur ces 4e mandats que vous jubilez. Pourtant, Amadou Gon n'est pas remords, hein, comme le président Laurent Gbagbo le disait. Vous avez justifié le 3e mandat par le fait que celui que vous avez choisi est décédé. Maintenant là, qui est mort? Qui est mort? C'est une insulte même à l'endroit du peuple ivoirien. Donc ça là, c'est ce qui doit nous motiver même. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la moquerie. Voilà. Non, c'est pas enfantin. Ils se moquent, c'est tout. Ils se moquent pour dire que le Dabali, là, c'est assuré. Et puis, on va faire ce qu'on veut dans ce pays. Vous ne pourrez rien. Voilà, le chef vient de se prononcer. Si vous n'êtes pas content, nous, on est content. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et c'est un mépris au regard de ce que traversent les Ivoiriens. Donc, ce 4e mandat nous met directement dans l'illégalité. Donc, la Côte d'Ivoire est passée d'une situation illégale même, d'ailleurs, à une situation inédite. Donc, la marche du 2, là, véritablement, on ne doit même pas supplier quelqu'un. Et puis, ce n'est pas l'affaire des partis politiques. Hein. La marche du 2 n'est pas l'affaire des partis politiques. La marche du 2, là, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. C'est tout le monde qui doit, en tout cas, prendre son bâton de, je sais pas moi, pèlerin ou je sais pas. Mais en tout cas, il faut que les gens se retrouvent. Et puis, ne pensez pas qu'ils vont nous intimider. Mais la même va... Non, moi, en fait, je suis tellement pressé que le 2 arrive. Parce que ceux-là, ils ont... Avant que le président Laurent Gbagbo ne vienne, vous avez remarqué combien de fois ils sont sortis? Non, s'il met pied, c'est la maca. On va le juger, on va l'arrêter. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme menace? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas proféré? On a vu des marches et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ils pensent pouvoir rééditer l'exploit de la menace de la marche priante quand ils ont envoyé leur badaud avec à leur tête, comment il s'appelle même? Le nain là, coup d'état vilain là. Comment il s'appelle même? Le gars qui est venu pour menacer les gens qui allaient marcher là. Comment il s'appelle? Al-Mustafa. Al-Mustafa, merci Soleil. Merci.
Quand Al-Mustafa a pris les badauds, ces voyous-là, pour venir menacer des Ivoiriens, des catholiques qui voulaient faire la marche payante, les gens sont restés dans leur coin. Voilà, ils ont été dissuadés parce que bon, quand on te menace de faire, verser, voilà ton truc, tu as peur. Surtout que tu ne comptes pas faire quelque chose de mal. Si c'est juste parce que on ne veut pas que tu fasses ta marche priante, la marche priante c'est quoi? C'est juste comme une forme de procession. Vous marchez et puis pendant que vous marchez, bon, vous priez pour le pays, des choses comme ça. Il n'y a rien de violent dedans. Mais le pouvoir de Ouattara a permis que des badauds, des bouviers, des éleveurs de bœufs, des moutons puissent venir menacer des citoyens exemplaires. Et ils n'ont rien dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils veulent rééditer ça. Ils veulent bander les muscles. Voici quelqu'un, après que Téné Birahima. Moi, j'ai dit, lors de la sortie des 490 gendarmes, là, élèves, là, où Birahima Téné était parrain, là. Je ne sais pas si vous avez fait attention à son discours. On a fait un panel là-dessus. Il a menacé de façon voilée l'opposition. Quand il parle de désobéissance civile, qu'ils ne vont pas laisser faire, qu'ils vont mettre fin à tout désordre, qu'ils vont faire ceci et cela. Moi, je ne sais pas si l'armée est là pour défendre un camp au détriment d'un autre. On est dans quel cas? Et toi, tu parles de désobéissance civile. En fait, quand tu le dis, ça veut dire qu'ils nous annoncent d'ores et déjà qu'eux, ils sont déjà dans leur 4e mandat. Donc, tous ceux qui vont essayer de s'opposer par quelque moyen que ce soit, eux, ils vont utiliser l'armée pour violenter, pour massacrer les Ivoiriens. C'est le message qu'il envoie de façon claire. Et puis, à sa suite, il y a un gars, gros ventre vilain là, qui a dit que eux, ils vont descendre pour aller faire une reconnaissance du terrain. Et puis, le gouvernement voit ça et les gens ne réagissent pas. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est ce que je dis, ils veulent rééditer l'exploit de la dissuasion de la marche payante. Mais ils ne sont pas prêts. Comme je le dis, leur réveil sera brutal. Le réveil auquel ils vont avoir affaire, là, ce sera un réveil brutal, sans nom. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de leurs rêves, là. Des ministres qui sautent comme des gamins. Juste parce que... Non, mais c'est pas possible. Au moins, là, ayez la décence de faire les choses en cachette. C'est-à-dire que vous, ça, là, vous n'aviez pas besoin de filmer ça. Même si vous voulez montrer à Ouattara que vous êtes content. Filmez ça entre vous. Et puis vous déléguez un, il va se rendre dans la présence de Ouattara. Il va dire, faut regarder comment on a dansé quand tu as dit ça. Et puis ça s'arrête là. Mais vous nous insultez en plus. C'est-à-dire que non content de mettre la Côte d'Ivoire dans une situation de crise, vous vous réjouissez de ce qui va arriver aux Ivoiriens. Alors qu'on sait que c'est pas quelque chose de bien. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur l'affaire de Alino. Quand on a de Ouattara là, on sait tous qu'on va gérer ça. Voilà. Parce que il n'y aura aucune ouverture, aucune porte pour faire un dialogue. Si on devait faire un dialogue, c'est ce que je disais à mes frères, Tanguy, Soleil et autres. Il y a longtemps, on se serait assis. Il y a longtemps, on se serait assis. Un mouton, depuis 15 années, chanter seulement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, là, toute chose a une fin. Si c'est pendant 15 ans, Dieu a voulu qu'on chante, on continue de chanter. Et puis, on va voir après demain, là, si Ouattara va continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, je voulais revenir, les gars, sur l'affaire de Alino Faso. Rapidement, hein, sans je te donne la parole. Le procureur a donné la situation dans laquelle Alino Faso aurait perdu la vie. Il est moins 24 et puis, je crois que c'est 3 ou 4 jours après, il fait l'annonce via un communiqué. Il explique comment ça s'est passé. Mais ils disent avoir pris un médecin légiste pour faire le constat et tout ça. Le gars, il se serait pendu. Et aussi, il a essayé de s'ouvrir à plusieurs fois et tout ça, machin. Il n'a pas pu le faire. Et finalement, c'est la pendaison qui a eu raison de lui. Maintenant, quand ils finissent de faire ça, le pouvoir, comment on appelle ça, de Burkina, on a vu, bien évidemment, le communiqué qu'ils ont fait. Ils ont demandé le corps d'Alino Faso. En fait, le seul moyen pour eux, ou pour nous d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'à la suite de l'affaire d'Alino Faso, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Mais bon, il est difficile de prendre ça comme la vérité parce que, bon, chacun y va voilà, on spécule là-dessus. Mais le seul moyen d'être unanime sur ce qui a fini, ce qui a dit Alino, c'est de faire une autopsie en toute impartialité. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire va prendre le risque de donner le corps d'Alino au gouvernement burkinabé? Moi, je vais t'attendre là-dessus. Parce que hier, on a longtemps débattu là-dessus. Il y a d'autres qui disaient que oui, d'autres disaient que non. Vangelis était là. Vangelis fait partie de ceux qui croient que la Côte d'Ivoire ne le fera pas. Parce que si elle le fait, ce qu'elle a toujours voulu cacher, à savoir la véritable raison du djihad d'Alino, va être découvert. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à remettre le corps. Mais est-ce que s'ils ne remettent pas, ça va pas créer, comment on appelle ça, ça va pas encore
créer une désescalade hein, de la situation qui est déjà tendue. Donc, je te laisse. Une sens, est-ce que tu es là? Sinon, s'il n'est pas là, Masque. Ouais, il dit Masque. Max. Évangéliste, tu veux répondre là-dessus, non? Ouais, Tanguy est tombé, je le fais monter. Attends, est-ce qu'on m'entend? On m'entend, hein? Ma Côte d'Ivoire, Oui, on t'entend. On t'entend. Ok, donc j'ai posé la question. Max, je t'ai posé la question à toi. J'étais à Bansan, je pense qu'il est un peu occupé. Donc, toi, vas-y, si tu as un élément de réponse là-dessus. Est-ce que toi, tu penses que Ouattara va donner le corps d'Alino au Burkina? Est-ce que toi, tu penses ça? Déjà ça va être difficile de donner le corps. Ça va être difficile de donner le corps. Ils vont se cacher derrière le fait qu'il est ivoirien. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore rendu le corps de Ibé. Il n'est pas ivoirien. Il n'est plus ivoirien. Il n'est plus ivoirien. Il a été déchu là, quand ils l'ont arrêté. Ouais, vas-y. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas encore rendu le corps de Ibé, 15 ans après. Le corps des gens de Naïmli, jusqu'à ce jour-là, ils sont sur ce qu'elles, ils n'ont pas encore été rendus. Donc Ouattara, il ne fait que collectionner les corps. Alors je pense que ça va être difficile de le faire. Et s'il va le faire aussi, ça va traîner, ça peut prendre même peut-être même 1 an. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a pour habitude de bloquer les corps et de traîner dessus. Jusqu'à ce jour, l'histoire de Naïmli là, les corps qu'ils ont envoyés à Abidjan pour autopsie, ils n'ont pas encore rendu aux familles. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore rendu le corps de Ibé. Lui-même son propre gars. Donc je ne pense pas qu'il va rendre le corps maintenant. Peut-être que ça va être source de tension entre les deux pays. Et maintenant, comme bientôt il va perdre le pouvoir, peut-être que c'est là les nouvelles autorités vont rendre le corps. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Soleil, tu t'étais déjà prononcé là-dessus, si tu veux prendre la parole là-dessus. Et s'il ne rend pas le corps, qu'est-ce que ça peut créer? Oui, bien. J'ai parlé Hans parce que demain, il veut travailler de bonne heure. Mais il reste là quand même pour autre chose. Mais tu as mis des sujets qui sont intéressants. Tout à l'heure, mon frère, Moussa et moi, on était sur un panel malheureusement qui s'est coupé. Mais nous sommes encore revenus chez toi ici parce que c'est un amphithéâtre avec des pédagogues comme Nsan et toi, Tanguy et Zarathustra, Évangéliste. Je vous salue parce que je pense que nos prises de parole sont à la fois thérapeutiques et c'est aussi souvent un éveil de conscience. Avec nos prises de parole, le peuple ivoirien parvient à faire du mea culpa. Donc, nous devons continuer dans ce sens-là. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire encore Yako aux familles qui ont été endeuillées de 2010 jusqu'à 2020 sous le magistère d'Alassane Draman Ouattara, l'homme qui avait donc promis aux Ivoiriens une quiétude, une démocratie, est finalement devenu un bourreau pour les Ivoiriens. Et aussi, permettez-moi de faire cette analogie d'un célèbre Italien qu'on appelle Cesare Lombroso, lui qui a été donc concepteur de la théorie de l'homme criminel. Et donc finalement, cette théorie, je vais l'inverser pour qu'elle devienne maintenant cette fois-ci une théorie de Cesare Lombroso, mais sous l'angle de la victime née. Le RDR est perpétuellement une victime née car elle n'est jamais satisfaite, ou le RDR n'est jamais satisfaite comme en tant qu'une victime de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Étant même au pouvoir, il se considère encore comme victime. Et ça, c'est difficile de quitter ces statuts qui sont attribués. Être victime en société, les victimes grognent. Et les victimes se confortent souvent dans leur posture à ne pas changer les donnes. Quand on est victime, une victime aimée par la communauté internationale, on reste au pouvoir jusqu'à vie. Pourquoi je dis que le RDA est victime? Vous allez comprendre. De 2010, Alassane Draman Ouattara dit qu'il était l'homme qui pouvait donc unifier les deux armées. Une armée régalienne, républicaine, avec une armée de rébellion, de rebelles. Alassane finira par les concilier lorsque les rebelles ont demandé leur prime de guerre. Il finit par les unifier. À l'hôtel donc du Golfe, il voit Philippe Mangou
et le général Soumaïla Bakayoko. Donc, il a atteint ce niveau-là. Il nous dira que la Côte d'Ivoire, il est venu trouver la Côte d'Ivoire dans un chaos, dans un désastre sécuritaire. Donc, il va unifier le pays. Et Alassane Dramane Ouattara, depuis 2010 à nos jours, il tient toujours le même discours, qui serait donc, pour ceux qui ont fait la classe de 3e, les mathématiques où on disait si x égale à 2, voici la solution de l'équation. Si et seulement x existe, qu'on appelle de manière triviale la condition sine qua non. Alassane se définit comme la condition sine qua non de notre sécurité en Côte d'Ivoire. En 2020, à sa sortie du bureau de l'élection à Cocody, il ne pleure pas pour Amadou Bon Coulibaly qui est décédé. Alassane dit « Ma candidature est de force majeure parce que nous sommes une jeune démocratie et notre État vient de loin, donc notre État est confronté à un défi sécuritaire. » Cette fois-ci, en 2025, quand il déclare donc être candidat, le même mot revient. La Côte d'Ivoire est confrontée à un défi sécuritaire. Je me suis donc posé une question. Ouattara serait donc le seul garant de la sécurité en Côte d'Ivoire? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a-t-il eu, en dehors de son PhD en économie, un diplôme de sécurité, défense et renseignement, ou Alassane Dramane Ouattara est-il un chef de guerre ou un chef militaire? Je ne sais pas. Parce que quand on a eu à faire des formations, on nous a dit une sécurité n'est jamais garantie. Et une personne ne peut pas s'incarner comme étant le seul à pouvoir contenir ou à lutter contre l'insécurité. Alors que soucieux d'Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, il y a des braquages. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui meurent dans des conditions peu bizarres, indescriptibles. Vous avez là un exemple, monsieur Alioune Fasso. En Côte d'Ivoire, dans les villages, il y a des institutrices qui sont victimes de VIOL, qui sont mortes. En Côte d'Ivoire, il y a des individus en pleine rue, on les braque aux armes lourdes, à Abidjan, comme dans les autres villes. Sous Alassane Dramane Ouattara, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, que dis-je, les enfants microbes avaient pris de l'ampleur. Ils ont ôté des vies aux Ivoiriens. Le monsieur nous dit encore qu'il est le garant de la sécurité. Alors, quelle sécurité dont il parle? Quand on a ôté la vie à Alain Toussaint, Alassane Dramane Ouattara peut dire qu'il est garant de la sécurité en Côte d'Ivoire. Quand Al-Mustafa menace les Ivoiriens dans les rues avec des kidams, des badauds, Alassane serait-il le garant de la sécurité des Ivoiriens ou de la quiétude des Ivoiriens? Abonnez-vous, la voix du PPACI officiel. Désolé, Soleil, juste 2 secondes. La voix du PPACI officiel dans le commentaire, les gars, on est 680. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Quand c'est fait, dites, c'est fait. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vas-y, Soleil. Quant à M. Awassa, militant du RDR dans l'IFU, se rend au domicile d'Henri Konan Bédié, il le menace. Le même Awassa menace donc Mme Odette Lorugnon. Est-ce qu'on peut parler de défi sécuritaire? Ou la sécurité dont Alassane il parle serait une sécurité pour lui de se maintenir au pouvoir? Donc la conclusion de ma petite question va aboutir à une déduction des faits pour dire, donc le véritable auteur des troubles ou de l'insécurité en Côte d'Ivoire, quand Alassane Dramane Ouattara était dans l'opposition, on pourrait donc dire que c'est lui qui troublait la quiétude des Ivoiriens. Maintenant qu'il est au pouvoir, il dit que c'est lui qui va incarner cette quiétude. Bravo à Alassane Dramane Ouattara. Mais Hans, laisse-moi te dire aussi que aujourd'hui, tous les militants du RDR disent une chose. À l'époque, Paul Yaoundé est le cousin de Laurent Gbagbo, ami de Laurent Gbagbo, frère de Laurent Gbagbo, partisan du FPI. Gbagbo a donc nommé son ami au Conseil constitutionnel. Donc toutes les décisions qu'il prenait n'étaient pas des décisions juridiques. Aujourd'hui, le RDR nous dit que les décisions du Conseil constitutionnel valent pesant d'or. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait devenue un État souverain. Parce qu'il n'y a plus de troubles en Côte d'Ivoire. Donc, le RDR est respectueux de la loi. Donc, ils nous disent que nous allons vociférer, nous allons pleurer. Mais l'ultime décision revient donc au Conseil constitutionnel qui validerait la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Ma conclusion est la suivante. Vous saviez, si nous ne nous réveillons pas, M. Alassane Dramane Ouattara, le dictateur de la lagune ébriée, va encore faire peur les Ivoiriens. Alors que
le temps a changé. 2010 n'est pas 2025. Parce qu'en 2010, il y avait une force en Côte d'Ivoire, l'ONUCI et la France. En 2020, Laurent Gbagbo était hors de la Côte d'Ivoire. BDI était. Mais les Ivoiriens n'avaient pas mobilisé à prendre les rues. Cette fois-ci, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre coûte que coûte, vaille que vaille. Et la sortie d'Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un buzz pour taire l'affaire de Alino Faso. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. La sortie d'Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un simple buzz pour taire donc l'affaire Alino Faso. Sinon, nous savons tous que Alassane Dramane Ouattara, après les meetings en Abidjan, avait besoin d'un accord international qu'il est venu chercher après le meeting. Et donc, il devait être candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Merci. Merci mon frère Soleil. Merci pour ton analyse très claire et très propre. Ouais, Max, je posais la question, voilà, de savoir est-ce que Ouattara va remettre oui ou non le corps d'Alino Faso. Et de plus en plus, voilà, ce point-là revient. Hein, les gens pensent que bon, il s'est précipité pour annoncer sa candidature, voilà, pour faire, comment on appelle ça, une fumée, hein, voilà, pour camoufler un peu l'histoire d'Alino, parce que bon, ça allait commencer à déchaîner des passions, des trucs comme ça. Donc, comme toujours, eux, ils savent bien le faire, créer un problème dans le problème. Est-ce que toi, tu partages cet avis-là? Toi, tu penses que Ouattara a décidé de se prononcer parce que, bon, justement, il y a eu le problème d'Alino Faso et tout ça. Voilà. Est-ce que, je sais pas. Ben, et puis, est-ce que tu peux confirmer avec moi? De plus en plus, je vois que les gens disent que c'est en France qu'il a annoncé sa candidature. Donc, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc, quand il a annoncé sa candidature. Est-ce que tu es là, Max? Max? Moi, je suis un peu occupé. Je suis le chef, il y a des temps, mais je suis un peu occupé. Okay, ouais, Evangeline, ça fait un bout quand même que tu as pris la parole. Evangeline, ça c'était là. Oui, je suis là. Il est clair que il n'a pas dit, il n'a pas annoncé sa fameuse candidature ou bien quoi là ici. Voilà. Parce que le palais présidentiel ou bien la présidence, lorsque tu es là-bas, on voit qu'il y a le drapeau qui est là et on connaît un peu le dispositif. Lorsqu'on se réfère au 31 décembre 2024, on a vu la salle, on a vu un peu le dispositif. Mais là, il n'est pas à la maison. Voilà, c'est un fuyard. Il est toujours en train de partir. Donc, c'est pas ici qu'il a annoncé sa candidature. Or, les gros peureux ne doivent pas diriger. C'est celui qui n'a pas peur qui dirige. Les leaders, là, ils viennent, ils sont sur place. S'ils doivent mourir, ils vont mourir avec le peuple. Mais voici quelqu'un qui est toujours parti. Et puis, bon, ça fait un peu honte. Tout ce qui est en train de se passer, là. Voilà. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Mais comprenons bien la situation. Avant que je n'arrive sur le cas du défunt Alino Faso, il faut qu'on soit clair. Dans notre esprit présentement, là où nous sommes, là, c'est que le 4e mandat n'aura pas lieu. Maintenant, les stratégies, là, si on doit les dévoiler, c'est qu'elles ne sont plus stratégies, elles ne sont plus surprises. Donc, les stratégies se gardent. Il y aura des stratégies qui permettront à ce pouvoir-là de partir. Maintenant, je veux dire quelque chose avant de me pencher sur le cas d'Alino Faso. Le sieur Dramane ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui sont en train de sauter, de s'exhiber là. Ils ne sont pas contents parce que c'est un chef, un leader, un démocrate, un visionnaire qui annonce encore son 4e mandat. Mais ils sont en train de sauter parce que ils auront peut-être, d'après eux, 5 ans encore pour extorquer les fonds de la République, pour les brader, pour les détourner. Voilà pourquoi ils sont en train de sauter de jubilé. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de sauter. Mais moi, je crois que tous ceux qui sont avec nous, Hans, tous ceux qui sont avec nous ne sont pas pour nous. Je crois que tu me comprends. Hein? Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas forcément pour nous. Ce qui veut dire que le poisson pourrissant toujours par la tête
c'est là-bas que ça va commencer. Parce que il faut laisser aussi la petite bête mourir de son propre poison. Donc le propre poison qu'ils ont créé, là, c'est par ce propre poison-là qu'ils vont mourir. Et ça va commencer par la tête. C'est à leur sein que les choses vont se déclencher. C'est ce qui va se passer. Mais comment ça va se faire? Wait and see. Bien. Quand j'ai fini de dire ça, moi je crois que je me suis prononcé hier. Je me suis prononcé sur le cas d'Alino Faso. J'ai dit en substance que nous sommes dans un état de non-droit. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. Si nous, on ne doit pas nous aimer parce que moi je suis de ceux-là qui ne cachent pas ce qu'ils ressentent, c'est qu'on ne nous aimera pas. Moi je ne suis pas un hypocrite et je refuse ça dans ma vie. La Côte d'Ivoire est effectivement un pays de non-droit. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et la preuve la plus récente, c'est l'attitude du préfet, aujourd'hui, qui convoque des gens pour parler de l'itinéraire de la manifestation. Et quand ils arrivent, tous les généraux sont présents et on leur dit que la marche est annulée. Pourquoi la marche est annulée? On leur dit que non, que ce n'est pas une interrogation, ce n'est pas une demande, c'est une information. Vous comprenez? Ça montre un peu combien de fois le système en Côte d'Ivoire, il est biaisé. Donc, nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans un état de droit, le corps allait être rapatrié sans problème. Ça, c'est à la minute, quoi. Et de toute manière, dans un état de droit, on n'allait pas aussi arriver à ce Djali-là, on n'allait pas arriver là. Comprenez? Mais c'est une affaire qui incrimine ce gouvernement-là. C'est une affaire qui l'incrimine. Si le corps s'en va, de toute manière, le corps n'est pas encore parti, ils sont dans le problème. C'est pas quand le corps va partir, là. Le gouvernement burkinabé a dit, et tu l'as dit ce soir-là, que le décès d'Alino Faso ne va pas rester impuni. Mais c'est un État garçon qui dit ça. Il dit que le décès de leurs compatriotes là ne restera pas impuni. Ça veut dire que quand ils sont en train de dire que ce décès-là ne va pas rester impuni, ils sont dans toutes leurs facultés lorsqu'ils sont en train de parler. Ils ont pesé toutes les conséquences, tout ce qui va avec, et puis ils se sont prononcés. Vous comprenez? Donc, quand l'État ivoirien aussi entend ces choses-là, ce ne sont pas des menaces, parce que l'État ivoirien est en faute. Ça, tout État de droit aurait réagi comme le Burkina Faso a réagi. Donc, quand ils entendent ça, c'est sauf qu'ils peuvent. Ils sont en train de se chercher. Donc, ils n'ont pas à eux le désir ou ils n'ont pas cette volonté. Ils ne pourront pas avoir cette volonté-là de rapatrier le corps de notre frère. Ils ne le feront pas. Oui. Parce que s'ils le font, ça c'est de là à là. Les autopsies et tout ça montreront qu'il a été assassiné. Mais quand ce monsieur-là, il a assassiné, là, qui l'a assassiné? Il y a trop de noms qui vont sortir. Le procureur de la République a fait un communiqué, donc il est engagé. Le ministre de la Justice, pourquoi est-ce que vous prenez quelqu'un, depuis 6 mois, vous prenez quelqu'un et puis vous l'accusez de 5 chefs d'accusation? C'est 5 chefs d'accusation. Ça va? Donc, quand vous finissez de dire ces 5 chefs d'accusation là, vous le mettez là-bas et depuis là, vous ne le jugez pas. Vous ne le jugez pas et puis de surcroît, le monsieur, il décède. Quand le monsieur décède comme ça, là, c'est un problème. Et vous avancez l'hypothèse d'un suicide, alors que nous ne sommes pas dupes. On sait que c'est pas un suicide. Vous croyez que cet État, la Côte d'Ivoire, va envoyer le corps du monsieur là-bas pour qu'il soit encore grandement exposé? Ça, c'est un scandale national et international. Et lorsqu'on part du point de vue juridique, hier, je t'avais lu 3 articles ici. Et je t'avais lu 3 trucs. Et dans les 3 trucs que je t'ai lu, il a été mentionné que lorsqu'il y a des tensions entre le pays du défunt et le pays là où le monsieur, il a déjà, lorsqu'il y a des tensions, comme on le voit présentement là, le transfèrement de la dépouille peut être difficile. Vous comprenez?
Et lorsqu'on a lu aussi, on a lu que lorsque le défunt, il est décédé dans des conditions politiques de ce genre-là, il est difficile aussi de transférer sa dépouille. On sait tous les conditions dans lesquelles le monsieur il s'en est allé. Ce sont des conditions purement politiques. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut vraiment prendre en compte avant de parler de rapatriement. Sinon, dans la logique, les choses devaient se faire simplement. Mais tel je connais ce pouvoir qui ne respecte rien, aucune règle, pour ma part, il sera vraiment difficile que le corps reparte. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Merci. Merci, Évangéliste. Merci beaucoup. Donc, ça voudra dire que nous sommes en train de partir d'un bras de fer. Parce que la Côte d'Ivoire ne gagne aucun avantage à donner le corps d'Alino. Et le Burkina réclame le corps d'Alino. Parce que si la Côte d'Ivoire, dans les conditions dans lesquelles Alino est décédé, si la Côte d'Ivoire se permet, en tout cas, de transférer ou de remettre le corps, le pot-au-rose sera découvert. Hein? Et on l'a vu, hein? Il y a des corps qu'ils ont gardés par devers eux. Il y a beaucoup de cas déjà qui sont parlants. Donc moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Les conditions même de remise du corps, ces conditions-là seront déjà difficiles. Et puis en ce moment, la Côte d'Ivoire, voilà, avec le 4e mandat de Ouattara, on va rentrer dans une ère un peu tendue, tu vois, il y aura des remous, des soubresauts et tout ça. Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire de l'affaire Alino une préoccupation, bien une priorité. Voilà, parce que quand nous, là, on va se lever, voilà, déjà à partir du 2, on va ruer dans les brancards, je pense que ça sera pas un truc. Ouais, Douin, honnêtement, comme je le disais, hein, moi, je n'attends rien du discours de Ouattara le 6 août. Je n'attends absolument rien de lui. S'il veut qu'il décide de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo et des autres candidats sur la liste électorale, ça c'est lui qui voit. Déjà par le fait qu'il acte son 4e mandat, il nous met sur la voie de l'illégalité. Voilà, il est en train de préparer son coup d'état constitutionnel, il est en train de faire sa prise de pouvoir par la force. Donc à partir de ce fait-là, il n'y a même pas lieu, voilà, qu'il essaie de donner un discours pour apaiser, ça c'est lui qui voit. De toutes les façons, l'opposition a aussi sa feuille de route. On lui avait dit, pas de 4e mandat. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, si lui, il brave ce mot d'ordre-là, donc, il est prêt à assumer les conséquences. C'est aussi simple que cela. Donc, qu'il décide après d'avoir un discours sur un temps conciliateur, nous, on s'en fout. À l'annonce de son 4e mandat, j'ai joué la vidéo ici de ces ministres, mais qui sautaient de joie, qui étaient contents, qui étaient heureux du fait que leur mentor viole la Constitution. Qu'ils nous disent, est-ce que Amadou Gon est décédé? Parce que n'oubliez pas quelque chose. Alassane Ouattara, il était monté sur le pêchoir. Il a réuni toutes les chambres, en tout cas parlementaires, et tout ça, le Sénat, tout ce que vous connaissez. Il a dit que le mandat là, le chef de l'État ne peut faire que 2 mandats. Il a dit clairement que lui ne briguera pas un 3e mandat. Et à ce titre, il a déjà choisi quelqu'un pour le remplacer. Tout ça là, nous savons. C'était Amadou Gon. Ok? Donc, il n'était pas censé être candidat au regard de la loi. C'est pour ça qu'il a trouvé quelqu'un pour le suppléer, pour le remplacer. Voilà, pour respecter en griffe les clauses de la Constitution. Il se passe un événement tragique, c'est que Amadou Gon décède. Donc, on se sert de la Libye, du décès. Domi Blessing, merci ma soeur, merci beaucoup, t'es gentil, merci pour les cadeaux. On se sert de la Libye, de la mort de Amadou Gon pour permettre à Ouattara de se présenter. C'est pas ça que Macron a utilisé comme justificatif quand on lui a demandé pourquoi ils ont permis à Ouattara de faire un 3e mandat alors qu'il n'y avait pas droit. Il a dit il y a eu un cas de force majeure. Mais le truc c'est quoi? C'est que quand tu vas fafouiller, tu vas, comment on appelle ça, regarder de fond en comble dans notre constitution, nulle part il n'est fait mention de force des cas majeurs. Voilà. Donc il n'y a pas le cas de force majeure qui peut aider à remplacer un candidat, qu'il soit mort, malade ou ça. Non, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas inventer des lois qui n'existent pas et puis s'appuyer sur ces soi-disant lois-là pour briguer des mandats inconstitutionnels. Il n'y a pas de problème. On a entendu cela. Macron a justifié le 3e mandat. Quand Macron justifie le 3e mandat par la mort d'Amadou Gon, le message qu'il passe de façon claire, c'est pour dire que laissez tomber, vous avez raison de vous fâcher, c'est vrai. Normalement, il ne devrait pas faire le 3e mandat. Mais vous-même, vous avez vu,
il voulait pas faire où. Mais son gars est mort. Donc là, on fait comment? Donc, au moins, concédons-lui cela. C'est ce que Macron a fait, en fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai dit, non, calmez-vous, ne vous fâchez pas, vous avez raison, les gars, tout et tout. Mais bon, là, c'est chaud, hein, c'est chaud. Bon, son gars est mort. Il pouvait pas savoir. Il a été pris au dépourvu, tu vois. Il savait pas quoi faire. Donc, vous-même convenez avec moi que c'est un cas de force majeure. Qu'est-ce qu'on a fait? On a avalé la pilule, non? Mais cette pilule-là a coûté 80 morts. Cette pilule-là a coûté des morts. Cette pilule-là a coûté la tête de Kofi Toussaint. Parce que si tu violes une constitution, mais ce n'est pas pour perdre les élections. Qu'est-ce qu'il a fait même? Il s'est taillé ses opposants sur mesure. Ceux qu'il allait affronter dans les urnes, c'est lui-même qui les a choisis. Il a pris KKB, voilà, et puis il a gagné. Voilà, donc voici les conséquences d'un troisième mandat illégal. Donc imaginez pour ce qui va advenir pour un quatrième mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Amadou Gon n'est plus là. On justifie le quatrième mandat par quoi? Moi, je vous laisse la parole. Chouzen, vas-y. Ok. Bonsoir Hans, bonsoir Soleil, bonsoir Majo, bonsoir Tradi, bonsoir Ensemble, bonsoir à tout le monde. Alors, c'est triste, hein. C'est triste avec gravité que je prends la parole ce soir. Parce que là, on a plongé un peu plus. Je pense que M. Ouattara, il a sa feuille de route macabre qui déroule sans scrupule, sans aucun remords. Parce que là, annoncer à ce jour-là sa candidature, M. Ouattara veut nous prendre de coups de telle sorte à avoir le temps à pouvoir gérer derrière. Mais moi, j'ai une autre analyse. Parce que j'essaie de recouper un peu les événements depuis la visite du président de la Guinée-Conakry jusqu'à aujourd'hui. Analysons un peu. La Guinée-Conakry, quel lien il y a entre la Guinée-Conakry et l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un peu de mémoire, Monsieur Awadon Melo, vice-président du PPACI, après la chute du régime Gbagbo en 2011, il s'est retrouvé en Guinée-Conakry à travailler avec l'ex-président guinéen. Et ce dernier-là a subi un coup d'État. Awadon Melo a continué son aventure professionnelle du côté de la Russie. Mais j'ai trouvé un peu bizarre après analyse que M. Awadon Melo annonce sa candidature, déjà une lettre qui fuite juste après la visite du président guinéen. Ont-ils monté un dossier compromettant contre le VP depuis la Guinée? Voilà la question que je me suis posée. Parce que à 3 mois des élections, même Barack Obama ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la temporalité, là, ça m'inquiète. Le président guinéen, qui est un France-Africain pur, rend visite au président ivoirien Alassane Ouattara. Et des jours après, paf, il y a tout cet emballage-là. Est-ce qu'ils n'ont pas monté un dossier un peu compromettant contre le monsieur depuis la Guinée? Et là, il y a les jours qui ont précédé là, on nous dit qu'il y a des opposants qui sont déjà à 97% du parrainage. Je parlais du pasteur Wilfried Zawi, de la présidente du MGC, qu'on appelle ça Simone Gbagbo. C'est quand même inquiétant. À partir de quel élément on nous dit les gens sont à 97% de leur parrainage? Posons-nous des questions. Est-ce que M. Ouattara n'est pas en train de préparer quelque chose de bien huilé ou voilà, il sait aujourd'hui là, il fait face à quoi? Donc il faut déjà affaiblir ce truc-là et annoncer son truc. Voyez-vous, il a pris le temps de calculer. Parce que, quoi qu'on dise, Ouattara, c'est quelqu'un qui est méticuleux dans le mal. Il est méticuleux dans le mal. Il pose un pas après l'autre. Et je pense que il a bien pesé tout avant d'annoncer sa candidature aujourd'hui là. Quand vous voyez ces choses qui a été fait de façon précipitée, tout le monde s'attendait peut-être au 6 ou voilà, après le 6. Mais il a précipité ce truc-là. Et je ne serais pas étonné que le 6, il se comporte comme une souris misarette. C'est-à-dire, il a fini de mordre, il a fini de faire le faux pas parce que la
la 4e candidature, déjà même, c'est déjà malsain. Je ne serais pas étonné que le 6 août, il essaie de faire un pas pour encore fragiliser l'opposition. Je ne serais pas étonné si l'accord d'une amnistie, soit au président Laurent Gbagbo, ou soit il décide d'intégrer le président du PDCI, Tidantiam. Je ne serais pas étonné. Il ne va pas les faire les deux à la fois, mais je ne serais pas étonné qu'il fasse ça à l'un de l'autre pour voir comment l'opposition va réagir. Je ne serais pas étonné. Soyons très très prudents avec Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qui est très stratège. Je serais pas, parce que, imaginez-vous un scénario où le PDCI revient dans la danse, ou le PPACI revient dans la danse. Quel impact ça peut avoir? Est-ce qu'on s'engage toujours dans la lutte, ou on essaie de faire une stratégie, ou on soutient un? Ça va être difficile, pendant que c'est deux partis qui veulent accéder au pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne va pas réunir les conditions démocratiques, mais il va peut-être juste remettre un élément dans le jeu, essayer de démoraliser toute la troupe. Parce que quoi qu'on dise, M. Ouattara aujourd'hui est conscient d'une seule chose. S'il doit perdre le pouvoir, c'est peut-être une révolution populaire. Sinon, une élection, il sera quasi difficile avec cette liste électorale-là pour le RHDP de perdre une élection. Regardez, écoutez bien son discours. Quand il dit qu'il est candidat, il ne dit même pas si je suis élu, je vais préparer une autre équipe pour prendre la relève. Il annonce en même temps qu'il va préparer une équipe. C'est-à-dire, dans son discours, il y a en même temps la victoire. Quelle est cette élection? Quelle est cette élection? Donc, les dés sont déjà pipés. Je pense que c'est aujourd'hui les Ivoiriens qui doivent prendre leurs responsabilités. C'est les Ivoiriens qui doivent prendre leurs responsabilités. Parce que ce discours-là, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un discours qui est condensé. Mais quand tu regardes le cadre, tout, la tonalité, la luminosité même dans le cadre là, ça inquiète. C'est comme, je sais pas, un chef d'état-major qui vient annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, restons vraiment vigilants et ne soyons pas agités. Dans ces moments-là, je pense que c'est le recul, la réflexion, afin de poser un pas et ne pas avoir reculé le 10 pas. Parce que dans la lutte où nous allons nous engager là, si Ouattara arrive à nous faire reculer, c'est fini. Et je suis sûr que si son coup-là passe, 2026, maxi 2027, on a une autre réforme constitutionnelle. Il avait parlé de 2050, n'oubliez pas ce discours-là, qui seront là jusqu'en 2050. Donc 2025, là, c'est vraiment une année charnière. C'est vraiment une année charnière. Ceux qui se disent que la nature va faire ces choses, la nature va faire... Non, après 2030, les présidents Gbagbo, les présidents Ouattara n'auront plus la force. Attention, détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Les gens dont on souhaite la mort, là, parce qu'ils ont une longue vie. Faut réguler un peu. Parce qu'ils ont une longue vie. Ouais, Paul Biya. C'est quelle malédiction n'a pas fait Paul Biya? Il a quel âge? Il a 92 ans. Il est là, il reste même plus même, mais il est au pouvoir. Donc, c'est la lutte qui peut nous libérer. C'est la lutte. Et dans cette lutte-là, on a en face de nous un adversaire méticuleux. Nous devons être aussi méticuleux. De telle sorte que quand on pose un pas, ça soit un pas ferme. Aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce que si ce coup-là passe là, apprêtez-vous les gars, rendez-vous dans 2050. Maintenant, pour chuter sur le cas du défunt Alino Faso, je pense que c'est quelque chose qui a dérapé. Je pense pas ils avaient dans les tablettes d'exécuter ou bien de dire le monsieur. Ils y sont allés un peu trop fort dans l'interrogatoire, dans la torture, et le corps du monsieur a lâché. Mais ça, c'est un gros brouet démocratique. Sur le plan de la diplomatie, c'est un gros problème. Comment est-ce qu'on gère cela? La Côte d'Ivoire ne va pas se limiter au régime RHDP. La Côte d'Ivoire ne va pas se limiter au... Et dans l'histoire, l'on retiendra que quelqu'un a été arrêté. On nous a fait savoir qu'il était à la Maka. Ils l'ont retrouvé mort. Ou bien déjà, plutôt, excusez-moi, à l'école de gendarmerie. Je ne sais pas, peut-être les juristes vont nous éclairer. Est-ce que l'école de gendarmerie est le lieu indiqué pour une détention? Pour un cas aussi fragile, on pourrait le mettre à la DST. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
On nous dit, le monsieur s'est pendu dans une pièce. Bon, moi, j'observe ma maison, là. Je sais pas où est-ce que je peux attacher un drap et me pendre. Je ne sais pas. Donc, dans sa cellule, attends, ils lui ont mis le nécessaire pour qu'il puisse passer là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que c'est un interrogatoire un peu musclé qui a mal tourné. Mais ne rêvons pas, je pense pas qu'ils vont rapatrier le corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que s'ils rapatrient le corps, il y aura trop d'éléments à charge contre l'État du Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, est-ce que réellement M. Ouattara a besoin de donner vraiment une raison légitime au pouvoir burkinabé? Non, je pense pas. Donc, je ne vois pas le gouvernement aujourd'hui là accéder à cette requête du peuple burkinabé qui veut son fils. C'est bien légitime de vouloir enterrer l'un de leurs, parce que je crois qu'on lui a arraché la nationalité ivoirienne après son arrestation. C'est dommage, c'est dommage. On arrête un citoyen, aucun jugement, il est embastillé quelque part là-bas, et après on nous annonce, voilà, qu'il a déjà. Je vais revenir à la lutte de 2025 là. Soyons vigilants, ne nous agitons pas. Dans ces moments-là, quand on pose un pas, on doit être sûr qu'on a posé un pas et on ne va pas reculer de 10. Parce que on a déjà fait cette erreur-là en 2020. On a déjà fait cette erreur. Il y avait trop d'éléments qui annonçaient ça. Hans, tu l'as rappelé, le discours du ministre Tené Brahima Ouattara. Et j'ai apprécié le panel que tu as fait là-dessus. En fait, tous les éléments étaient réunis pour que, voilà, M. Ouattara vienne annoncer comme ça sa candidature. C'est un truc qui est psychologique. Ils sont en train d'apprêter, je sais pas, tout un balai psychologique pour instaurer la peur dans le cœur de ceux qui peuvent faire chuter le pouvoir. Mais je pense que les Ivoiriens arrivent en ont tellement marre qu'ils vont braver tout ça là. En tout cas, beaucoup de courage à nous et puis bon voilà, restons concentrés. C'est pas sur les panels qu'on va faire ces histoires de stratégie. Mais les stratégies vont venir à nous et nous, en tant que bons soldats, on va exécuter. Restons concentrés et puis haut les cœurs. Merci. Chouzen, merci pour ton analyse. Tu vois que j'ai applaudi, hein. C'est très réaliste. Et puis, ça se rapproche vraiment des faits réels. En tout cas, haut les cœurs. On va pas se laisser phagocyter, on va pas se laisser mélanger ou détruire par la Ouattara. Il y a de belles surprises pour eux quand même. Voilà, comme tu l'as dit, hein, ici on ne dit pas tout, mais il y a de très belles surprises pour eux. On attend de voir. De toutes les façons, moi, comme je l'ai dit, je ne m'attends à rien de bon de lui. Voilà. Nsang, est-ce que tu es là? Nsang à tout blanc. Nsang, c'est mon frère. Hein. Quand je suis arrivé à Paris, en tout cas, de bonnes choses se sont passées. C'est un bon gars. Voilà. Teradi, est-ce que tu es là? Ok. Je vais passer la parole à la charmante demoiselle. Non, madame. Hein. Ouh, demoiselle, attention. Charlène, qui vient de nous rejoindre et tout ça. Charlène, bon, voici ton président préféré. Heureusement que tu t'es vite repenti en disant madame, parce que je suis très loin d'être une demoiselle. Je suis en train d'aller dans ma cinquantaine, je suis plus une demoiselle. Merci beaucoup, Hans. Hans, je ne sais pas à quoi tu joues quand tu dis que... Qui est mon président préféré? Le président, c'est qui? Tu parles de qui? Qui est le président préféré? Non, non, je ne parle pas de celui que tu connais là. Là, je mais qui? Non, ton président préféré. Je ne parle pas de... C'est pas toi. Anyway, moi je reste optimiste. Je reste très optimiste parce que tout ça, c'est les soubresauts. Et toutes les analyses aussi intelligentes, aussi réalistes qui soient autour de cette histoire-là, seront comme des analyses, je ne sais pas, je veux dire, on n'est plus dans une situation normale. On n'est même pas dans la réalité. Donc, du coup, je m'attends à tout et je ne désespère pas. Sauf que Chouzen a dit quelque chose dans son analyse qui est là. Quand il a dit ça, il a dit, bon, ça, il est en train de rentrer un peu dans le monde où moi je suis. Parce que moi, je suis dans ma bulle. Hein. Je suis dans ma bulle, je dis mes choses autrement. Quand tu ne me comprends pas, tu penses que je fais hors sujet. On c'est parce qu'il a fini de comprendre le sujet. Et puis, je vais voir ce que ça va donner. Donc, ce qu'il a dit, quand il a dit que
ce monsieur-là, le 6 août, risque de venir creuser un fossé dans l'opposition en soit ça fait écho, voilà. En soit mettant l'un des opposants du Front commun sur la liste. Parce que c'est ça qui peut aussi démoraliser ou bien casser un peu la mobilisation. Et il employait un mot